Bienvenue à cette révision consacrée à la correction d'un examen national du baccalauréat SVT, proposé en 2017, session normale. Je vous rappelle, la dernière fois, on a entamé cette correction. On a vu la première partie qui se rapporte sur la restitution des connaissances. Il traitait la biométrie. La deuxième partie consacrée au raisonnement scientifique, l'exercice 1, on a vu un exercice qui se porte sur, je pense, le cycle de développement du triton, et la deuxième partie sur la génétique mendélienne. Donc maintenant, on va poursuivre la correction. Deuxième exercice, je vous lis les données expérimentales en vue d'étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire appelée épithélioma adénoïde qui se traduit par la présence de petits nodules sur le visage et des tumeurs de dimensions variables sur le reste du corps. On propose l'arbre généalogique ci-contre d'une famille dont certains membres sont atteints de cette maladie. Première question, en vous basant sur les données de l'arbre généalogique, déterminez en justifiant votre réponse le mode de transmission de cette maladie. Deuxième question, 2A, donnez les génotypes possibles de la femelle. Petit b, en s'aidant de l'échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que les parents 2,7 et 2,8 donnent naissance à un enfant sain, noté sur un point. Utilisez E majuscule pour l'allèle dominant et E minuscule pour l'allèle récessif. Donc, vous voyez que pour la première question, il nous demande de déterminer le mode de transmission de cette maladie, autrement dit, de déterminer est-ce que cette maladie est récessive ou liée au sexe ou non. Donc, vous voyez que d'après l'arbre généalogique, on voit clairement que les parents, généralement, sont atteints de la maladie. Ils donnent des enfants sains. D'après cette analyse, on peut dire que la maladie est dominante. Pourquoi ? Parents, généralement, on a une descendance saine qui issus de parents atteints de la maladie. Donc, obligatoirement, les parents sont hétérozygotes. Ils portent deux allèles, l'allèle normal et l'allèle qui détermine la maladie, mais ils reflètent le phénotype malade. Dans ce cas, on peut dire que l'allèle déterminant la maladie est dominant sur l'allèle déterminant le cas normal. De même, on peut dire aussi, d'après les résultats, puisque chaque enfant atteint de la maladie, au moins l'un de ces deux parents est malade. Par exemple, vous voyez le cas de grand 3, petit 5, il est malade, il est issu de l'un des parents malades. Donc, ça indique aussi que la maladie est dominante. De même, on voit que dans chaque génération, la présence de la maladie, ce qui indique aussi et confirme que la maladie est dominante. Passons maintenant à la récessivité de la maladie. Généralement, vous voyez que généralement, les deux parents, grand 1, petit 1, grand 1, petit 1 et grand 1, petit 2 sont atteints de la maladie. Ils ont donné une descendance saine. L'allèle responsable de la maladie est donc dominant, comme on a dit déjà. La maladie touche les garçons et les filles. Le gène n'est pas porté par le chromosome Y. Généralement, pour confirmer que la maladie est autosomique, on peut soit infirmer qu'il est porté par le chromosome Y et infirmer aussi qu'il n'est pas porté par le chromosome X. Pour cela, on voit par exemple que puisque la maladie atteint les filles et les garçons à la fois, ça confirme qu'il n'est pas porté par le chromosome Y, du fait que les femelles ne possèdent pas le chromosome Y. De même, on peut dire aussi qu'il n'est pas porté par le chromosome X,
La justification qu'on peut donner, la maladie est dominante et le père grand 1, petit 2 a donné des filles saines, donc le gène n'est pas porté par le chromosome X. Du fait que le père, généralement, il est malade et sa fille ou bien ses filles sont saines, ça veut dire qu'il n'est pas porté par X. Pourquoi? Parce que si, généralement, ce qui caractérise les maladies dominantes portées par le chromosome X, c'est que lorsque le père est atteint de la maladie, systématiquement, toutes ces filles sont atteintes de la maladie. Ce n'est pas le cas, donc on peut confirmer que la maladie est récessive autosomique. Passons maintenant à la proposition de génotype, puisqu'on a dit que déjà que le génotype, que je dis que la maladie est récessive autosomique, le génotype qu'on peut proposer pour la fille grand 2, petit 8 est le suivant. Vous voyez qu'on a déjà dit que la maladie est récessive autosomique. L'allèle dominant est l'allèle responsable de la maladie, l'allèle récessif est l'allèle normal. Donc, si on utilise les symboles qu'on nous a donnés, généralement, on peut proposer deux types de génotypes, soit grand 2, petit 8, soit homozygote. Donc, ils portent deux gènes, deux allèles identiques responsables de la maladie, soit qu'il est hétérozygote, du fait que ses parents sont aussi hétérozygotes. Pour la dernière question, en s'aidant sur l'échiquier de croisement, calculer la probabilité pour que les parents, grand 2, petit 7 et grand 2, petit 8, donnent naissance à un enfant sain. Généralement, vous voyez que pour déterminer la probabilité que ces deux parents donnent naissance à des enfants, on doit donner tout d'abord la probabilité pour que la fille 8 soit hétérozygote. Donc on voit très bien que cette fille grand 2 petit 8, il est issu de parents hétérozygotes, c'est-à-dire il porte deux allèles différents. Donc selon l'échiquier qu'on peut donner, pour que la fille grand 2 petit 8 ou bien la femelle grand 2 petit 8 donne une descendance saine, elle doit être hétérozygote, ça d'une part. La probabilité pour que cette fille soit hétérozygote, donc on doit proposer l'échiquier des parents. Généralement, les parents de la fille grand 2 petit 8 sont hétérozygotes, leur génotype est grand E petit e, les gamètes possibles sont un demi grand E, un demi petit e et un demi grand E, un demi petit e pour la femelle. L'échiquier de croisement, donc vous voyez que pour cette fille, pour qu'il soit hétérozygote, généralement, il représente à peu près la probabilité de 2 tiers. Vous voyez très bien que généralement, la fille généralement, il est hétérozygote dans ces deux cases et il est homozygote dans cette case. Donc, pour qu'il soit hétérozygote, généralement, il a une probabilité de 2 sur 3. D'accord? Maintenant, on va préciser la probabilité pour que ce couple ait des enfants normalement atteints de la maladie. Le père grand 2 petit 7 est sain, donc homozygote, vous voyez. Il produit un seul type de gamète. La probabilité pour que le couple donne une descendance saine, donc on doit tracer l'échiquier. Donc je rappelle que la probabilité pour que grand 2 petit 8 est généralement hétérozygote est de 2 tiers. Pour 2 7, il est généralement hétérozygote du fait qu'il a des garçons et des filles atteints de la maladie. Donc il a comme gamète, il peut donner soit grand E, soit petit e. D'accord? Donc dans ce cas, je dis que 2 7, généralement, il est sain, donc obligatoirement, il donne un seul type de gamète. Donc si
on trace l'échiquier, on voit que généralement grand E, petit e, lorsqu'il se rencontre avec grand E, il va donner un demi E ou bien un demi EE. Donc finalement, la probabilité est donc de 2 tiers fois un demi. Pour que généralement ce couple donne une descendance saine, la réponse finale est de 2 tiers fois un demi égale à 1 tiers. Passons maintenant au dernier exercice qui se rapporte sur la génétique de population. Pour mettre en évidence l'influence des facteurs de variation sur la structure génétique des populations, on propose les données suivantes. Geospiza forti est un pinsant espèce d'oiseau qui vit dans l'île Daphne Major, située au centre de l'archipel des Galapagos, où le climat est le facteur principal influençant l'abondance des graines, qui constituent la nourriture essentielle de cet oiseau. Ces pinsans ont un bec de taille moyenne qui leur permet de se nourrir sur la plupart des graines avec une préférence pour celles faciles à casser. L'année 1977 a été marquée par un manque de précipitations. Pendant 151 jours, ceci a entraîné une chute du nombre des graines. La rareté des graines a obligé ces pinsans à se nourrir des graines restantes de la saison précédente. À la fin de l'année, il n'en reste que les graines dures, difficiles à casser. Afin de déterminer l'influence de la sécheresse sur la structure génétique de la population de ces pinsans, on a étudié la variation de la taille du bec entre 1971 et 1978. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. Donc la question qu'on nous demande, à partir des données du document, dégager les variations qu'a connues la population de Forti avant et après la sécheresse en 1977. Vous voyez que le tableau nous donne comme résultat le nombre d'oiseaux généralement avant et après la sécheresse et pour une génération après la sécheresse. De même, comment évolue la taille du bec chez ces oiseaux. Donc, quelles sont les variations qu'a connues la population avant et après la sécheresse? Vous voyez que le nombre d'oiseaux qui, généralement, avant la sécheresse, était de l'ordre de 216. Après la sécheresse, on a juste, il reste 36 à peu près. Donc, vous voyez que durant la sécheresse, il y a eu une diminution de nombre de oiseaux, d'accord? Et aussi, il y a eu une augmentation, comme nous allons voir, de la taille des becs. Pour les dernières questions, deuxièmement, proposez une explication aux variations dégagées dans votre réponse à la question numéro 1. Troisièmement, en vous appuyant sur vos connaissances et sur les données précédentes, déterminez le facteur de variation étudié en montrant son influence sur la structure génétique de la population de Forti. Donc, revenons à la première question, à la première réponse. Les variations qu'a connues la population de Forti avant et après la sécheresse. Le tableau qui s'affiche sur l'écran montre qu'après la période de sécheresse, il y a eu, vous voyez, une diminution du nombre d'oiseaux. Il passe de 216 à 36. Et de même, la taille des becs, il augmente de 8,8 mm à 10,3. Il y a augmentation de la taille des becs chez les oiseaux et en parallèle, il y a diminution du nombre d'oiseaux à bec, on peut dire à petit bec, d'accord? Donc,
comme c'est indiqué ici. Donc la réponse que vous pouvez donner est la suivante. Diminution du nombre d'oiseaux de 216 à 36. Et pour la taille du bec, on peut proposer augmentation de la taille du bec de 8,8 à 10,3. Comment peut-on expliquer les variations dégagées dans notre réponse à la question numéro 1? Donc, vous voyez ici que généralement, ce qu'on peut dire, c'est que on voit clairement que le nombre d'oiseaux a diminué, les oiseaux à petit bec a diminué, et en revanche, le nombre ou bien le nombre de taille ou bien la taille du bec a augmenté de 8,8 à 10,3. Généralement, le facteur qui a déclenché ces variations est la sécheresse, comme vous le savez. Donc la sécheresse a provoqué une rareté des graines faciles à casser. Donc les conditions de sécheresse ont diminué les graines faciles à casser, ce qui a entraîné une mortalité des oiseaux à petit bec, incapables de se nourrir des graines difficiles à casser, et ce qui a entraîné par la suite une diminution du nombre d'individus au sein de la population. Je dis bien les oiseaux à petit bec ont diminué, leur nombre a diminué, et par la suite, les oiseaux consommant les graines difficiles à casser ont survécu à la sécheresse, et par la suite, ils ont augmenté de nombre. Il y a eu une augmentation du nombre d'oiseaux à bec de grande taille. Autrement dit, à cause de la sécheresse, il y a eu diminution du nombre des oiseaux à petit bec, et en revanche, une augmentation du nombre des oiseaux à gros bec. C'est ce qui est expliqué ici. Pour la dernière réponse, le facteur de variation étudié est son influence sur la structure génétique de la population. Donc, toujours, on peut résumer que généralement, après la sécheresse, les oiseaux à gros bec se reproduisent préférentiellement entre eux, d'accord? Et ce qui va donner une chance, ce qui va leur donner une chance de transmettre leur allèle aux générations suivantes, et par la suite, l'augmentation de la fréquence des oiseaux à gros bec par rapport à la période de la sécheresse, et finalement, il s'agit de la sélection naturelle. Autrement dit, autre explication, on peut dire que généralement, suite à la sécheresse, généralement, les conditions normalement qui régnaient à l'époque, ils ont donné une modification de la structure génétique de la population. Comment? Les individus portant des allèles avantageux, comme par exemple les allèles qui déterminent le caractère gros bec, ont plus de chances de survivre et d'arriver ou de parvenir à la maturité, c'est-à-dire d'arriver à se reproduire, d'arriver à la maturité, c'est-à-dire ils ont plus de chances à se reproduire. Pour cela, ils vont contribuer dans la structure génétique de la population suivante, c'est-à-dire ils vont généralement transmettre d'une façon différentielle leur allèle à la génération suivante, d'où augmentation du nombre des oiseaux à gros bec. D'accord? Donc toujours dans la sélection naturelle, on voit que les contraintes du milieu, sécheresse dans ce cas peut être manque de nourriture dans un autre cas, toujours ils vont donner plus de chances à des individus portant un allèle bien déterminé de survivre et de se reproduire d'une façon plus importante et de
transmettre leur allèle aux générations suivantes, ce qui va modifier la structure génétique de la population. C'est l'idée qu'on doit donner dans notre réponse. Deuxième partie de l'exercice, Zosterops lateralis est un petit oiseau à dos gris qui vit en Australie. Dès le début du 19e siècle, des individus de cette espèce ont colonisé l'île de Tasmanie, puis la Nouvelle-Zélande, comme c'est montré ici. Donc, la population ancestrale, c'est l'Australie, puis la Tasmanie, puis la Nouvelle-Zélande, au sud et au nord. Et enfin, l'île de Norfolk, ici. Document 2. Les zostéros trouvent de la difficulté à voler sur de longues distances, ce qui laisse supposer que seul un faible nombre d'individus a le pouvoir de coloniser d'autres îles. Autrement dit, juste un petit nombre ou bien un effectif réduit qui peut coloniser la Tasmanie ou bien l'île de Norfolk et constituer des populations différentes. Des études ont montré que les individus de ces différentes populations sont interféconds, c'est-à-dire ils se reproduisent entre eux. Quatrième question, en vous basant sur ces données et le document 2, précisez la différence entre la notion de population et la notion d'espèce. Comme vous voyez d'après les données expérimentales, généralement ces oiseaux, ils ont la possibilité de se reproduire entre eux, si ce qui montre, c'est ce qui indique la notion d'espèce. D'accord ? Donc la notion d'espèce vient d'un nombre d'oiseaux qui peuplent généralement plusieurs zones, peuvent se reproduire entre eux, ils sont interféconds, donc c'est la notion d'espèce. Donc on peut dire que les individus des populations d'Australie et d'autres îles sont capables de se reproduire, d'où il appartient à la même espèce. De même, vous voyez que chaque groupe d'oiseaux généralement colonise une zone bien déterminée qui a une répartition géographique généralement et un pôle génique bien déterminé. D'où la notion de la population. Chaque population est limitée dans un espace géographique bien déterminé et elle a un pôle génétique déterminé. D'où la notion de population et on peut dire que l'espèce est constituée de plusieurs populations. Donc la différence entre notion de population et notion d'espèce est la suivante, c'est que l'espèce est constituée de plusieurs populations. Ceci est conforme avec la définition qu'a donnée Ernest Mayr. C'est que la population elle est formée par un groupe généralement de populations. D'accord ? Dernière partie, un groupe de chercheurs a réalisé une étude sur 6 gènes différents chez Zosterops. Le tableau du document 3 présente la fréquence théorique de 2 allèles A1 et A2 d'un gène déterminé au sein de la population d'origine en Australie et des populations résultantes de ces colonisations. Donc la question demandée, à l'aide de l'exploitation des données précédentes et du document petit 3, décrivez la variation des fréquences des 2 allèles A1, A2 dans les 4 populations. Vous voyez clairement que généralement, avant de répondre à la question, j'aimerais aussi vous lire la deuxième question. Proposer une explication à la variation des fréquences des 2 allèles A1 et A2 dans les 4 populations. Répondons à la question 5A, la variation des fréquences des 2 allèles A1 et A2 dans les 4 populations. Donc vous voyez, en passant de l'Australie à l'île de Tasmanie, on voit que la fréquence de l'allèle A1 a augmenté, il a passé de 0,75 à 0,875.
En revanche, la fréquence de l'allèle A2 a diminué, il a passé de 0,25 à 0,125. D'accord? C'est ce qui est marqué. On a une augmentation de la fréquence de l'allèle A1 et une diminution de la fréquence de l'allèle A2. De même, en passant de la population des îles de Nouvelle-Zélande à la population de l'île de Norfolk, on voit clairement que la fréquence allélique A1 s'est fixée ou bien s'est stabilisée à la valeur de 1 et la fréquence de l'allèle A2 il a été éliminé, c'est-à-dire on note une élimination de la fréquence de A2. Donc on peut dire qu'il y a une stabilisation de la fréquence de l'allèle A1, d'accord, fixation de l'allèle et élimination de l'allèle A2. Pour finir, l'explication de la variation des fréquences des deux allèles A1 et A2 dans les 4 populations. Pour expliquer ces variations de fréquence, on peut donner ces explications. Les ostérops volent mal sur de longues distances comme c'est donné, comme on a donné dans l'exercice. Seul un petit nombre va se déplacer d'une île à une autre, autrement dit, un nombre réduit d'oiseaux qui vont par exemple quitter l'Australie et migrer vers la Tasmanie. De ce fait, on voit qu'il y a un échantillonnage d'individus qui vont se séparer de la population ancestrale. Il est encadré ici, d'accord? Parmi la population initiale, par exemple, on a une fréquence de A1 très supérieure à la fréquence de A2 représentée en vert, d'accord? Donc l'équivalent de 0,8, 0,2. Une minorité ou bien un effectif réduit qui va se séparer de la population ancestrale pour donner une autre population, d'accord? Donc vous voyez que la fréquence a changé. On a ici à peu près 90% de A1 à peu près et 1% à peu près de A2, donc 3 rouges, 1 vert, au lieu de... D'accord? Après, ce qu'on voit, après l'avant-dernière séparation, une minorité qui possède juste l'allèle A1 a migré vers la population suivante. Donc, on voit qu'il y a une fixation de l'allèle A2 et en revanche, une élimination de l'allèle A2. Donc, fixation de l'allèle A1, je dis, et élimination de l'allèle A2 représenté en vert. Même chose pour la dernière population. Donc, résumons, les différents... puisque on a dit les ostérops volent mal sur de longues distances, seul un petit nombre va se déplacer d'une île à l'autre. Les différentes populations colonisatrices sont en petit nombre, comme vous voyez, un petit nombre qui va migrer, et ce qui va aboutir à une perte de la diversité génétique. L'allèle A1 est fixé et l'allèle A2 est éliminé, comme vous voyez. Au départ, on avait l'allèle A1 et l'allèle A2, mais à la fin, on a juste la fixation de l'allèle A1 avec disparition de l'allèle A2. Donc, on parle de fixation d'un allèle et élimination de l'autre. Dans ce cas, on peut dire que cette population est soumise à la dérive génétique. Autrement dit, en absence de mutation et en absence de sélection, on voit que généralement, selon l'échantillonnage, on voit selon l'échantillonnage aléatoire et au hasard, généralement, une population restreinte ou bien un nombre d'individus très réduit auront la possibilité de se séparer de la population ancestrale, ce qui va entraîner peu à peu une disparition de la diversité génétique, d'accord,
avec fixation d'un allèle et bien sûr élimination de l'autre. Il y a généralement un changement aléatoire et lié à la chance de la variation génétique, ce qui aboutit finalement au changement de au changement de la structure génétique de la population. Comme ça, on a terminé la correction de la deuxième partie et bonne chance.